ça va? Oh, j'ai pas entendu, ça va? Ah vache, c'est le matin, hein? Bonjour, nous sommes les Artémiques Poétiques. Voici Michael Bridou, je suis Christophe Hectorby, comédien. Et nous allons vous présenter la poésie. Mais pas toute la poésie, évidemment, le sujet est beaucoup trop vaste. Donc on a pris des poésies qu'on aimait bien. On se doute bien qu'il y en a qui disent déjà, moi la poésie j'y comprends rien. Donc on a décidé de commencer directement par une poésie où on ne comprend rien. Voici une poésie de science-fiction qui est extrait du guide du voyageur intergalactique de Douglas Adams, 1977, dont le film formidable est encore disponible sur YouTube. Le pitch de l'histoire, c'est les extraterrestres enlèvent 2 personnes, ils font exploser la Terre pour faire passer une autoroute intergalactique, et ces 2 humains se retrouvent chez les Vogons. Voici le petit texte d'introduction. La poésie vogone est sans conteste la 3e en exécrabilité de tout l'univers. La seconde étant celle des Azagotes de Cria. Lors d'une déclamation par le maître Gromelot le flatulent de son poème intitulé « Ode à la boulette de mastic verte trouvée sous mon aisselle par un riant matin d'été », 4 de ses auditeurs devaient succomber à des hémorragies internes, tandis que le médium président de la Société galactique d'encouragement à la corruption des arts ne survécut qu'en dévorant l'une de ses propres jambes. On dit que Gromelot, s'estimant déçu par l'accueil fait à son poème, était sur le point de se lancer dans la lecture de son épopée en 12 volumes intitulée « Florilège de mes gargouilles dans ma baignoire ». Lorsque son gros intestin, dans un sursaut désespéré pour sauver la vie et la civilisation, lui sauta au cou et l'étrangla pour le compte. Les prisonniers étaient assis sur des fauteuils de jury poétique. Enfin, ils y étaient ligotés. Les Vogons ne se faisaient aucune illusion quant à la réputation de leurs œuvres. L'un d'eux se mit à lire un fétide extrait des œuvres de son cru. Attention, c'est maintenant que ça devient totalement incompréhensible. Oh, blabougriot glabouilleux, tes lecturations me touchent, comme un flatouis lectueux sur une blotte mouche. Oh, grumeux, je t'implore, car mon fontain sans palindrome est surrénalement ce sport de coinçante et picarome. Ou sinon, nous t'échirons de nos gominapes, et du fond de notre patafion, tu verras si j'en suis pas cap. Étonnant, non? Bon alors, un petit sondage. Qui, ici, lit de la poésie? Main levée. Qui écrit de la poésie? Non, oui? Non. Bon, il est temps qu'on vienne faire de la promotion pour cet art qui n'est plus à la mode depuis 3 siècles déjà. Voilà. Ce qu'on voulait vous dire, c'était que, en fait, écrire de la poésie, c'est écrire des sensations, des observations. Et nous allons commencer par une poésie épique. Une poésie épique, c'est quand il y a un héros. Mais nous, on a pris un héros un peu spécial et très quotidien qui est le marchand de frites. La poésie s'appelle Grasse Grasse, d'Olivier Lux, un poète d'Arlon. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Grâce te soit rendue, ô marchand de frites, d'un splotch sec et martial fait gicler de tes jarres, maillot, bikini et sauce tartare. À la manière d'un chercheur d'or, tu égouttes le butin sacré, alors frites danse avant d'éclore, comme dans un balai trop salé. En ceux qui l'avalent d'une traite, la pinchorelée pétaloïde serre l'entrechat toute une fringale aux confins moites de notre bide. Grâce te soit rendue aux fiers béjards de la patate. Ils ont beau les diététiques douter que tout cela t'épate. À toi, tout l'art de la pratique. Somme toute, les manques à colmater joints à l'action compensatrice assurent que la belle à croquer nourrit tant l'âme que l'appendice. Mais en file, droit comme des fricadelles, de gras quidam, babine chargée, et fixe l'œil bovin à la grasse gamelle, grognant quiconque ose les sevrer. Si d'aventure passait par la lumière, l'air se chargerait de friture, lynchant le fléau sur le cou. Grâce soit-elle donc rendue, et que transpire le cornet. À la fête seront les pensus pour qui la frite pleine est la reine des mets.
ça pour en venir à l'inspiration. L'inspiration, ça vient d'où? Quelqu'un a une réponse? Non, personne, comme personne ne fait de la poésie. Merde. Donc, l'inspiration, nous avons un spécialiste, Monsieur Rainer Maria Rilke, qui dit qu'il faut vivre plein d'expériences pour faire de la poésie. Il faut être un observateur des choses. Et il faut avoir plein de choses qui ont été vécues et qu'à la fin, c'est pas encore assez. Il faut oublier tout ça. Et peut-être, pour lui, qu'à la fin de sa vie, on est peut-être capable de sortir un seul bon vers. Enfin bref, il est un peu désespérant, mais au moins c'est une petite base. Maintenant, nous allons passer à une autre poésie, mais à mon avis, vous allez reconnaître le morceau. Surprise. Quand c'est l'hiver, quand ça fait froid, qu'une chose à faire, gars, écoute ça. Représente le hardcore des montagnes en direct de la Savoie. Savoie? Non, ça va pas. Mec, c'est le bonheur. On gèle les grelots. Bordel, il fait plus froid que dans ton frigo. Un pied dehors, direct, c'est la femme agite. La mort volée, les microbes qui s'agitent. Alors écoute avant qu'il sera trop tard. Avant que tu seras tout dur comme un surgelé picard. On n'est pas venu jouer les papamoules. Mais un conseil, mon gars. Fous ta cagoule ou t'auras froid, t'auras les glandes, t'auras les boules. Fous ta cagoule du nord au sud, de l'est à l'ouest, même à Vesoul. Fous ta cagoule partout, sauf à Kaboul. Dis-leur toi aussi, profanation funky, en direct des quartiers de Marseille. Yeah! Vous avez reconnu ce grand poète qui est Michael Youn. Alors pourquoi j'ai choisi lui? Parce que j'avais envie de vous parler des rappeurs et des slameurs. Est-ce qu'il y a des gens qui écrivent du rap? Du slam? Bon, il n'y a personne qui écrit, quoi. Faites des maths. Ouais. Donc, parce que les rappeurs et les slameurs se sont un peu distancés, disent oh, nous on n'est pas poètes, c'est un truc à l'ancienne. Alors qu'en réalité, ils écrivent aussi des rimes, ils écrivent aussi des strophes, et même les chansons à texte. Même les chansons d'amour aussi d'ailleurs, ils écrivent tous sous la même forme, c'est tous des enfants de la poésie. Nous allons revenir quelques siècles en arrière, on va redevenir très sérieux, parce qu'on va parler de la mort, avec Élinan de Froidemont, 12e siècle. Les vers de la mort, c'est un texte qu'il a écrit à la fin de sa vie. Parce que déjà à ce moment-là, c'était un peu comme The Voice en fait, hein. Donc Élinan de Froidemont, il était troubadour. D'abord il était sur les places publiques, puis le public l'a aimé, il est arrivé à la cour des rois. Là c'était formidable, donc il a pété les plombs. Et il s'est retrouvé au monastère, où il a voulu prévenir ses amis que la mort les guettait et qu'il fallait avoir des valeurs. Élinan de Froidemont, les vers de la mort. Mort, tu m'as mis pour que je mue dans cette étuve où mon corps sue tous les excès de ma jeunesse. Tu lèves sur tous ta massue, et pourtant personne ne mue, et en changeant ne devient sage. Mort, le sage craint ton passage. Maintenant c'est à son naufrage que chacun va, où qu'il se rue. Aussi, moi j'ai tourné la page. J'ai quitté plaisir et orage, qui ne s'essuie. À tort, il sue. Mort, va trouver les troubadours qui chantent de vaines amours. Et apprends-leur, ô mort, à chanter comme ceux qui passent leur jour tout à fait hors du monde pour que tu ne les fasses tomber. Tu ne peux les envoûter, ceux qui ton chant savent chanter et qui craignent Dieu nuit et jour. Et un cœur qui peut enfanter un pareil fruit, en vérité, se moque bien, mort, de tes tours. Mort, toi qui en tout lieu perçois, et sur tous les marchés de droit, toi qui t'épouilles riche et grand, toi qui sais mater les forts, toi qui fais glisser les plus prudents, qui fait trembler les plus puissants, qui recherche les voies où l'on va s'embourber souvent. Mort, va trouver mes amis en leur inspirant un saint effroi. Voilà ce qui était à la mode au XIIe siècle. Alors
Pourquoi il est à la mode? En fait, Élinor Lefroy-de-Mont, il a inventé le douzain en octosyllabes. Le douzain en octosyllabes. Ouais, c'est 12 phrases et 8 syllabes. Ouais, il y a toujours plus simple pour expliquer. Donc, nous allons passer au surréalisme, parce que nous on aime bien le surréalisme, hein, parce que les vers de la mort c'est chouette, mais on va pas faire ça pendant 1 heure. Le surréalisme c'est quoi? Quelqu'un a une idée? C'est se servir de l'imaginaire, de la rêverie, du délire. Et là je vais vous parler de Jean de la ville de Miremont. Jean de la ville de Miremont, c'est un jeune homme du début du XXe siècle, qui est mort au Chemin des Dames, en novembre 1914. Après lui, il y a 300 000 personnes qui seront mortes sur ce terrain stratégique. Mais évidemment, quand on nous dit dans une guerre 300 000 morts, on ne voit pas les individus en eux-mêmes. Ici, Jean de la ville de Miremont, il était totalement délirant avant d'aller à la guerre. On n'imagine pas que ce mec a eu un fusil dans les mains et s'est fait tuer. Voici Jean de la ville de Miremont. Vous pouvez lire au 3e tome de mes mémoires comment, pendant 15 ans, captif chez les papous, j'eus pour maître un monarque exigeant qu'à prévoir qu'au son des instruments, on lui chercha l'époux. Mais je mis à dessein en avant cette histoire, quelques détails touchant l'infante et l'aïtou. Fille royale, au sein d'ébène, aux dents d'ivoire, dont la grâce rendit mon servage plus doux. Depuis que les échos de nouvelles hébrides, terrifiant les marins naufragés qui s'éteignent au creux des rivages sonores. Laïtou! Laïtou! Te souviens-t-il encore du sol de tes amants que tu n'es point mangé? Hein? Est-ce que quelqu'un a compris? Qui a compris? On n'est pas obligé de comprendre la poésie, c'est ça qui est chouette. On va continuer dans le surréalisme avec un auteur belge qui s'appelle Norge. Norge, 1899-1990, était un auteur surréaliste qui s'extasiait autant devant les étoiles que devant un lombric, dit-on. Il était stupéfait de vivre. Ici, c'est une comptine enfantine légèrement retransformée, et vous verrez qu'elle n'est pas si innocente que ça. Ça s'appelle le Noël du bon loup. Ah, nous, les loups, c'est bien connu, nous aimons les petits-enfants. Et ce joli bébé joufflu est rudement appétissant. Comment ne pas aimer ce môme qui va dire « C'est incroyable !» entre deux sourires inoubliables. Mangez ma chair, buvez mon sang. On n'a jamais connu d'homme comprenant aussi bien notre faim. Car nous, les loups, partout au monde, on nous nomme assassins. Ah, j'attendrai le bon moment pour obéir à sa parole, car c'est lui qui l'a dit, c'est drôle. Mangez ma chair, buvez mon sang. Mais que va dire sa maman? Elle a de si grands yeux si tendres. Lui manger son marmot charmant? Oh non, je sens mon cœur se fendre. Jamais je n'aurai le courage, malgré mon féroce appétit, de changer la fête en carnage et de me jeter sur ce petit. Régalez-vous, ô bonnes gens, de cantiques et de boudins blancs, car pour le bon loup que je deviens, Noël n'est que mourir de faim. Merci. Dans le micro aujourd'hui, je suis désolé. Alors, on doit parler un peu de la poésie militante parce qu'on en fait très peu. Donc la poésie militante, c'est un engagement, c'est faire valoir des droits. Mais nous, on est plutôt parnassiens avec Mika. C'est parce que si vous savez ce que c'est, le parnassien. Le parnasse, c'est l'art pour l'art. Essayer de faire du beau, pas toujours compréhensible. Mais nous avons une petite poésie, toute petite, qui date de moins de 2000 avant Jésus-Christ. Parce que l'empereur chinois envoyait des émissaires, donc c'est une poésie chinoise, dans les provinces, et demandait à ses émissaires de ramener des poésies pour savoir l'état d'esprit de son peuple. Là, vous allez voir que c'est un peu la foire. Chanson de Jean.
travaille quand le soleil se lève. Je me repose quand il se couche. Pour boire, je creuse mon puits. Pour manger, je laboure mon champ. Que m'importe la puissance de l'empereur? La révolte gronda. Ça, c'était pour le mois 2000 avant Jésus-Christ. Vous aimez pas, mois 2000 avant Jésus-Christ? C'est trop loin, trop vieux. C'était à la mode à ce moment-là. Non, ça, je rigole. Alors, maintenant, voici, j'avais parlé des Parnassiens avant, et le plus célèbre des Parnassiens, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, c'était quelqu'un qui était un grand poète, mais qui était capable de tout aussi pour faire de la publicité. Au point tel qu'il a écrit Les Fleurs du Mal, qu'il savait que c'était bourré de textes de provocation, et il était au tribunal pour faire le buzz. Mais il a été condamné plus lourdement qu'il ne le pensait, et donc il a exilé en Belgique. Mais ça, j'y reviens tout de suite après. Maintenant, ça s'appelle l'invitation au voyage, et c'est juste un petit texte où on s'en met. Vous l'avez déjà vu? C'est vrai? Vous avez déjà vu tout Charles Baudelaire? Ah, mais c'est gros, hein. L'invitation au voyage. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés ont pour mon esprit les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient votre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux rares senteurs de l'ambre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale. Tout y parlait à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière d'hyacinthe et d'or. La ville s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Donc j'ai fait 3 erreurs. Qui les a vues? Qui a entendu? Qui la connaissait par cœur? Personne en fait. Vous avez fait l'analyse en fait de ce texte? Ah, c'est pour ça. D'accord. Bon. Alors malgré tout, Charles Baudelaire arrive en Belgique, hein, il fait un circuit de conférences qui ne marche pas du tout. Et là il commence à avoir la haine contre les Belges. Et il écrit un livre qui s'appelle Pauvre Belgique. Et là, ça s'appelle Le Belge et la Lune. On n'a jamais connu race si baroque que ces Belges. Devant le joli, le charmant, ils roulent de gros yeux et grognent sourdement. Tout ce qui touche nos cœurs mortels les choque. Une histoire plaisante, et leur œil devient gris et terne comme l'œil d'un poisson qu'on fait frire. Une histoire touchante, ils éclatent de rire pour faire voir qu'ils ont parfaitement compris. Comme l'esprit, ils ont horreur les lumières. Parfois, sous la clarté calme du firmament, j'en ai vu qui, pris d'un bizarre tourment, dans l'horreur de la fange et du vomissement, gorgés jusqu'aux dents de genièvre et de bière, aboyaient à la lune, assis sur leur derrière. Merci. Alors, la poésie américaine, il faut qu'on en parle un petit peu.
Poésie qui est beaucoup plus simple que la poésie française, puisque si vous avez étudié la poésie, vous savez que beaucoup de votre vocabulaire sont arrivés au moment de la Pléiade, avec M. de Ronsard et du Bellay. Et là, la poésie américaine, c'est vraiment du vocabulaire plus simple et plus quotidien. Ça s'appelle Franck et moi. Franck et moi, on traînait sur la 63e. Le soleil ramollissait le macadam. On devait se rendre au stade de baseball des Mets, mais le père de Franck, qui nous conduisait généralement dans sa belle Dodge bleu ciel, était parti à Des Moines, dans l'Iowa. Alors on a pris la ligne J qui pouvait nous déposer à 2 rues du stade. Le terminus de la ligne J était le quartier de Georgetown, où les blancs des quartiers UP allaient sniffer de la colle et lever des filles dans les boui-boui. Nous n'y avions jamais été, mais cela nous intriguait. Le bus roulait à travers les quartiers populaires de la ville, qui par cette canicule étaient inondés par ses habitants, qui cherchaient l'ombre et le frais au pied des immeubles, fouillant le flat surchauffé. Et Franck, on pousserait pas jusqu'au church, histoire d'humain au train. Il paraît qu'on y fait la fête tout le temps. Je voyais Franck, acquiescent, un peu gêné, ne déviant pas son regard du décor de la 88e qui défilait à travers les vitres du bus. Pratiquement tout le monde était descendu à l'arrêt du stade. Ouais, c'était un match important, mais il y en aurait d'autres. Nous étions 2 gamins de 14 ans et nous n'avions pas encore vu beaucoup de pays. Pour moi, les voyages se résumaient aux week-ends familiaux à Coney Island. Franck, lui, allait chaque année passer la Noël chez sa tante, dans l'Illinois. En arrivant, penaud, nous avons flâné sur Main Street. On entendait les hommes qui parlaient fort dans des caves à bourbon éternellement fumées. Sur le trottoir, des enfants avaient dévissé une borne incendie, créant une mini-inondation. Un grand noir d'au moins 20 ans nous a proposé des cigarettes de contrebande. On n'avait jamais fumé. On a fini le paquet. On a utilisé les restants d'argent chez Walmart pour acheter des bières légères et des nachos. On est resté tout l'après-midi à l'ombre d'une cahute, en lisière d'un terrain vague. On est rentré que quand le soleil se couchait. Contrairement à Franck, je n'ai pas pu éviter une bonne raclée paternelle. Mais j'ai continué encore longtemps à prendre le bus vers des destinations inconnues. Il restait les filles à découvrir. Et ça, c'était une autre aventure. Avec ou sans mon ami Franck. Les poésies peuvent se faire, on l'a déjà vu avec les frites, sur les choses les plus simples. Mais on a encore été plus loin. Avec une poésie de mon frère. Je serais content qu'on dise ça ici. Hein. Un samedi au parc à Conteneur. En Ardennes, on estime un homme sur sa capacité à réaliser des marches arrière précises avec une remorque. Ce don n'est pas à la portée de tous. Il faut savoir coordonner avec délicatesse les mouvements paradoxaux du volant et contrôler le résultat dans le rétroviseur. Il est particulièrement difficile de décrire la honte ressentie lorsque ces manœuvres se passent mal au parc à Conteneur. Que les habitués, casquettes froissées, barberèches, salopettes sales, posent un regard dédaigneux et hostile. Il n'est pas un vrai, il n'est pas des nôtres. Alors, la tension monte, la sueur coule, les principes de conduite en marche arrière s'envolent, le corps est pris d'un vertige terrifiant. L'ouvrier du site me propose son aide. En 2 allers-retours maîtrisés, il place dans le même axe la voiture et la remorque. En le remerciant, je ne peux m'empêcher de regretter amèrement de l'avoir frappé quand nous étions enfants. Merci. Alors, comment ? Ah oui. Bon, pourquoi pas à vous, du coup, hein, si mon frère, il écrit des poésies, vous pourriez en écrire aussi. Il n'y a toujours personne qui est prêt à en écrire maintenant, après... non. Ok, ça va, je ne suis pas vexé. Il n'y a pas de problème. Alors, pour vous, quels sont les thèmes qui sont abordés principalement en poésie ? Il y en a un. L'amour, évidemment. Et pour parler d'amour, on va vous parler un peu de Arthur Rimbaud. Ah oui, c'est la totale, hein. Moi, j'ai droit au jeune homme qui fait « Quelle horreur, la vache !» Il va me parler de qui après ? Il va peut-être me parler de Verlaine. Ouais. Mais pas trop, hein, on va passer le sujet.
Donc, l'amour. Dans cette poésie, première soirée, je ne sais pas si vous la connaissez, on l'a vue? Non? Non? C'est déjà ça. Pour la musique, le feuillage, le sourire. Elle était fort déshabillée. Et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets. Malinement, tout près, tout près. Assise sur ma grande chaise, mi-nue, elle joignait les mains. Sur le plancher frissonnant d'aise, ses petits pieds. Si fins, si fins. Je regardais, couleur de cire, un rayon buissonnier papillonnant dans son sourire. Et sur son sein, mouche au rosier. Je baisais ses fines chevilles. Elle eut un rire doux et brutal qui s'égrenait en claireries. Un joli rire de cristal. Les petits pieds sous la chemise se sauvèrent. Veux-tu finir? La première audace permise. Le rire feignait de punir. Pauvret, palpitant sous ma lèvre, je baisais doucement ses yeux. Elle jeta sa tête mièvre en arrière. Oh, c'est encore mieux. Monsieur, j'ai quelque chose à te dire. Je lui jetai le reste au sein, dans un baiser qui la fait rire, d'un bon rire qui voulait bien. Il était fort déshabillé. De grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets. Malinement, tout près, tout près. Verlaine, pour toi. Gaspard Hauser chante. Donc Verlaine, là, il parle d'un enfant sauvage qui a été trouvé dans les bois, une histoire mystérieuse, un fait divers du 19e siècle, dont il a tiré Gaspard Hauser chante. Je suis venu, calme orphelin, riche de mes seuls yeux tranquilles vers les hommes des grandes villes. Ils ne m'ont pas trouvé malin. Vers 20 ans, un trouble nouveau sous le nom d'amoureuse flamme m'a fait trouver belles les femmes. Elles ne m'ont pas trouvé beau. Bien que sans patrie et sans roi, et très brave ne l'étant guère, j'ai voulu mourir à la guerre. La mort n'a pas voulu de moi. Suis-je né trop tôt ou trop tard? Mais qu'est-ce que je fais en ce monde? Oh, vous tous, ma peine est profonde. Priez pour le pauvre Gaspard. Jouer avec les mots, donc but ultime de la poésie. Ici, Robert Lucien Guérard, un poète, éditeur de Tournai, nous a décrit ça en poésie. Ça s'appelle Un jour. Non, La Gousse à penser, pardon. De la gousse à penser, faire sauter les mots. Mot à mot de l'obscur, mot de passe, mot clé. Battre à bâton rompu le tambour du jour vide. Débâcle des silences, ton feu retrouve flamme. Te voici dénoué, cœur de l'aile légère. De tes pattes de mouche écraser le passé. Déborder le présent de tes lettres pressées. Ainsi aux syllabes la sève dont tu vis, t'appuyer à toi-même sous l'arbre de tes mots. Et quand ce sacré Robert Lucien joue avec les mots, il joue aussi avec les sons des consonnes dans Un jour. Être de glace, une eau qui joue la dure, une eau qui fait la morte, pierre qui tranche, pierre qui casse mais qu'on ne taille pas, pierre fendue de froid mais une pierre à feu. Des mots rentrés qui ne demandent qu'un peu d'air, des mots fermés, là d'attendre vos clés. Un jour, entre vos doigts, j'éclaterai d'amour.
Robert Lucien, comme je vous le disais, il était éditeur. Et éditeur en poésie, c'est vachement courageux parce que, en fait, on a les chiffres en France, donc il n'y a pas grand monde qui lit de la poésie, 0,6% achète de la poésie, 1% en lit, donc c'est vraiment pas évident. Il n'y a aucune maison d'édition qui fait du bénéfice. En fait. Donc si vous voulez investir, ben, investissez dans la poésie, mais quand ça remarchera. Donc, maintenant, nous allons passer à un poète namurois qui s'appelle Henri Michaud. Hein, Henri Michaud, vous l'avez vu, Henri Michaud? C'est toi mon référent maintenant. Hein? Non. Henri Michaud, c'était aussi un voyageur de l'intérieur. Mais enfin bon, c'était un gars un peu extrême qui testait des drogues pour faire des voyages à l'intérieur de lui. Là, il banalise un peu la violence. Oh, ça s'appelle chez les Axes, donc il imaginait des populations complètement délirantes. Comme j'entrais dans ce village, je fus conduit par un bruit étrange vers une place pleine de monde, au milieu de laquelle, sur une estrade, 2 hommes aux sabots de bois solidement fixés se battaient à mort. Quoique loin d'assister pour la première fois à un spectacle sauvage, un malaise me prenait à entendre certains coups de sabot au corps, si lourds, si souterrains. Le public ne parlait pas, ne criait pas, mais huait, râle de passion complexe. Ces plaintes inhumaines s'élevaient comme d'immenses tentures au contour de ce combat bien vache, où un homme allait mourir sans aucune grandeur. Et ce qui arrive toujours arriva. Un sabot, dur et bête, frappant une tête. Les plus nobles traits, comme sont de même les plus ignobles. Les traits de cette face étaient piétinés comme betteraves sans importance. La langue à parole tombe, tandis que le cerveau ne mijote plus une pensée. Le cœur, faible marteau à son tour, reçoit des coups. Mais quels coups? Allons, il est bien mort à présent. À l'autre, la bourse et le contentement. Et alors, qu'en pensez-vous? Et vous? Dans la tradition, il porte le numéro 24. Oh. Ah voilà. Alors après le délirant Henri Michaud, namurois, nous revenons à Liège avec Karl Logiste, qui est un écrivain liégeois très sympa. Et il a écrit la séismographie. Voilà, maintenant on y comprend ce qu'on veut, on n'est pas obligé de comprendre quelque chose. Hein. Sous un parapluie, couleur de trottoir, j'attends, je m'ennuie, c'était à prévoir. Marin, jetons l'ancre dans des ports meilleurs. Le temps est un chancre dévorant l'ailleurs. La boussole exsangue fixe notre mort. Apprenons la langue qui sied au remords. J'ai payé ma dîme d'âme à tous les destins. Penché sur l'abîme, mon cœur s'est éteint. Quand il n'y avait pas Internet, ni YouTube, ni toutes ces vidéos qu'on pouvait défiler à longueur de journée, les gens se contentaient de peu. Donc au début du siècle, quand il y avait déjà des livres avec des photos, Jules Laforgue s'est imaginé à délirer sur le western depuis Paris, où il était en feuilletant un album. On m'a dit la vie au Far West et les prairies, et mon sang gémit que voilà ma patrie. Déclassé du vieux monde, être sans foi ni loi, desperado, là-bas, là-bas, je serai le roi. Là-bas, mi-scalpé de mon cerveau d'Europe, piaffé, redevenir une vierge antilope. Un gars de proie, citoyen du hasard, sifflant l'argot californien. Un colon, vague et pur, éleveur, architecte, chasseur, pêcheur, joueur, au-dessus des pandectes. Entre la mer et les États mormons, des venaisons et du whisky. Vêtu de cuir et le gazon des prairies pour lit. Et les ciels des premiers âges, riches comme des corbeilles de mariage. Et puis quoi? De bivouac en bivouac, et la loi de Lynch, et aujourd'hui des diamants bruts aux doigts. Et ce soir, nuit de jeu, et demain la refouite par la prairie vers la folie des pépites. Et devenu vieux, la ferme au soleil levant, une vache laitière et des petits-enfants. Et quand je dessine au besoin, à l'entrée, j'écrirai tatoueur des bras de la contrée. Et voilà. Et si mon grand cœur de Paris me revenait chantant « Oh, pas encore guéri !»
et ta postérité est pas pour longtemps coureuse. Et si ton vol, condor des montagnes rocheuses, me montrait l'infini vie du confort, eh bien j'inventerai le culte de l'âge d'or, un code social empirique et mystique pour le peuple pasteur, moderne et védique. Oh, ils sont beaux mes feux de paille, ils sont fous ces albums, et non incassables, mes joujoux. Émile Verhaeren. Pas vu? Bon, Émile Verhaeren. Fin du 19e, début du 20e. Voilà un auteur qu'aussi on représente avec des belles peintures bien droites, mais comme ça. Alors que son premier recueil de poésie, il était tellement trash apparemment que, enfin pour l'époque évidemment, que le curé et ses parents du village, le curé du village et ses parents, ont essayé d'acheter tous les exemplaires pour les brûler. Donc après, il s'est calmé, il a fait du naturalisme. Et c'est ça que nous allons reprendre maintenant, avec une poésie naturaliste climatique qui s'appelle Le Vent. Sur la bruyère infiniment, voici le vent comme en novembre. Sur la bruyère longue infiniment, voici le vent qui se déchire et se démembre, en souffle lourd battant les bourgs. Voici le vent sauvage de novembre. Au puits des fermes, les seaux de fer et les poulies grincent. Aux citernes des fermes, les seaux et les poulies grincent et crient toute la mort dans leur mélancolie. Le vent rafle au bord de l'eau, les feuilles mortes des bouleaux. Le vent mord dans les branches des nids d'oiseaux. Le vent râpe du fer et provoque l'avalanche, rageusement du vieil hiver, rageusement le vent sauvage de novembre. Dans les étables lamentables, les lucarnes ballottent leurs loques falottes de vitres et de papier. Le vent sauvage de novembre, sur sa butte de caisson pistre, de bas en haut, à travers air, de haut en bas, à coups d'éclair, le moulin noir fauche sinistre, le moulin noir fauche le vent sauvage de novembre. Les vieux chaumes à croppetons, autour des vieux clochers d'église, sont ébranlés sur leurs bâtons. Les vieux chaumes et leurs auvents claquent au vent. Les croix du cimetière étroit, les bras des morts que sont ces croix, retombent comme un grand vol, ce rabat noir contre le sol. Le vent sauvage de novembre. L'avez-vous rencontré, le vent, au carrefour des 300 routes? L'avez-vous rencontré, le vent des peurs et des déroutes? L'avez-vous vu cette nuit-là, quand il jeta la lune à bas, et que n'en pouvant plus, tous les villages vermoulus criaient comme des bêtes sous la tempête? Sur la bruyère longue infiniment, voici le vent hurlant, voici le vent corne en novembre. Et voilà, vous allez pouvoir avoir votre brevet. Nous arrivons à la dernière poésie. J'ai entendu enfin. L'Ardenne Cheyenne, c'est une poésie qui nous représente pas si mal. De Guy Denis. Je suis le sauvage saccagé par la République détraquée de tracteurs. Le sioux déplumé, le bar de sans barbe au patois barbu, le barbouilleur de mots inutiles. Je suis un maboule qui croule, un trou de balle qu'on recale, un beau mec sans bec. Des breloques, quelques mulottes, tout juste bonnes pour les vieux schnocks. Je toc-toc à la porte de ma stock. Qui est là? C'est moi. Si c'est toi, va voir ailleurs si j'y suis pas. Je suis le baraki, le kourati, le sauvage sans ramage, le trou du cul invendu, le barde cru, l'homme des bois, un chambonnois sauvenu, l'ostrogo, le saligo, le loup-garou, le lévinou. Je suis le sauvage qui saccage les oraisons aux dieux du tarmac et du béton, aux anges magnifiques de la technologie maléfique. Je suis le sauvage enragé, l'indigène, l'aborigène issu du peuple pendu des arbres, le cadavre d'un peau rouge qui bouge, l'importuné que voyez errer au long de vos caravanes, aux yeux de cendre, les cendres de mes aïeux. Je suis le Cheyenne de l'Ardenne indienne.